Chapter BXIB Murder XXX.ng Ajin entre dans le CO1 pour sa formation. S'il conserve son innocence, le monde l'effrayera. S'il cherche le succès, il cessera d'être l'enfant que ses parents protégeaient. Ajin ouvre un livre sans remarquer la dédicace. Ce livre enregistre son talent et annonce sa transformation. Ainsi commence Sous le cerisier en fleurs. Ajin se perd entre les pages sans voir son destin, mais vous, ne vous perdez pas le bouton s'abonner et laissez votre j'aime pour que cette communauté fleurisse autant que ses cerisiers. Allez-y. J'ai peur de ne plus jamais être celui que j'étais. Un moment tendu, du genre cringe émotionnel qui explose quand un autre personnage apparaît avec une aura de ne me touche pas même avec une pique, et lâche ça, peu importe combien tu supplies ou demandes, je ne te donnerai rien. Ni mon corps, ni mon cœur. Et là, au fond, on commence à comprendre ce qui s'est passé. 7 ans plus tôt, c'est là que nous rencontrons Ajin, un garçon qui dit au revoir à ses parents pour aller étudier dans un CO1, une sorte d'académie d'élite à l'époque. Un pas qui a tout changé. Et si tu te demandes pourquoi tout cela a de l'importance, tu vas bientôt le voir. Il se promet de prendre soin de lui-même et envoie un message de bonne santé avant de partir. Pendant que ses parents lui donnent des conseils finaux et confirment que tout est arrivé à l'école, genre « Ne t'inquiète pas, le voyage ne sera pas un drame ». Après le départ de Ajin, les parents restent seuls à la maison. La mère, avec un sourire fier, dit que Ajin est un génie, tout lui réussit parfaitement, donc il n'aura aucun problème avec les examens ni pour obtenir le poste qu'il a toujours rêvé. Mais le père, avec une inquiétude qu'il ne peut pas cacher, et, lâchant la tasse comme si elle lui brûlait les doigts, il lâche « Mais, justement, c'est ce qui me tient en haleine pendant ce temps ». Ajin continue de marcher vers l'académie, sans précipitation, d'un pas ferme marchant sans s'arrêter. Cela laisse son compagnon avec une tête de sérieusement, et il ne peut s'empêcher de demander s'il n'est pas fatigué, ni pourquoi il n'a pas pris un cheval. Ajin sourit, calme, le chemin n'est pas si long, à peine une demi-journée. Et je préfère ne pas introduire un animal dans quelque chose qui n'en a pas besoin. De retour à la maison, le père de Ajin reste plongé dans ses pensées. Il s'inquiète que son fils soit trop bon, presque trop innocent pour son âge, redoutant que le monde le brise s'il continue ainsi. Il regrette un peu de l'avoir tant gâté uniquement parce qu'il était le plus jeune, mais sa femme, avec cette sérénité apaisante, lui rappela qu'il était normal d'être inquiet. Après tout, c'était la première fois que son fils était seul tout de même. Elle lui demanda de ne pas s'angoisser. Car même si son cœur est tendre, Ajin est ferme dans ses convictions et ne se laisse pas intimider quand il doit défendre ce en quoi il croit. Ainsi, après un voyage interminable, Ajin et son compagnon, Eondong, arrivèrent enfin à l'académie. Eondong, les yeux pleins de larmes, s'adossa en pleurant, disant qu'il ne savait pas ce qu'il ferait sans son maître. Ajin, le rassurant, lui dit de ne pas pleurer, qu'il avait déjà arrangé les livraisons de la pharmacie pour sa mère et qu'il devait simplement rester fort et en bonne santé. Pendant que Eondong essuyait ses larmes. Ajin s'en alla avec un sourire, comme si tout allait bien, bien que l'atmosphère restait tendue. La mère, essayant de calmer le père, lui rappela que Jung-Hyun, son ancien camarade de classe, serait aussi là. Ce n'était pas un soulagement, au moins à peine entré à l'académie, Ajin s'effondra sur un banc et ouvre un livre comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Jung-Hyun le trouva plongé jusqu'au cou dans sa lecture et resta bouche bée. « Vraiment, la première chose que tu fais en arrivant, c'est lire » demanda-t-il avec un sourire. Ajin le salua, mais Jung-Hyun, une main sur la tête, le gronda doucement. « Tu ne me cherches pas d'abord, tu sais. » Ajin tenta de dire quelque chose, mais ne sortit que « J'étais en train de déballer mes affaires. Et moi ?» Pero Jung-Hyun le connaissait comme sa propre paume. « Tu as vu un livre ? Et encore une fois, tu t'es perdu dans le temps, » lui dit-il avec ce regard qui signifiait « Je te connais trop bien. » Ajin ne put qu'esquisser un sourire, car c'était devenu un classique, il était marqué. Car le sourire d'Ajin était si intense que même Jung-Hyun restait sans voix, alors. Il lui caressa la tête et lui dit de ne pas sourire comme ça, que c'était trop cringe. Ajin, heureux de revoir son ami, lui avoua qu'il l'avait terriblement manqué. Après un moment, Jung-Hyun lui annonça qu'il y aurait une danse ce soir sur le marché et l'invita à y aller pour se changer les idées. Pero Ajin, qui est un prodige de la dévotion, lui répond non, qu'il avait encore beaucoup de choses à déballer et voulait réviser certains livres pour le lendemain. Jung-Hyun sourit et acquiesce, comme s'il connaissait déjà exactement son ami, un véritable érudit modèle, c'est ainsi qu'il le connaît. Assis tranquillement derrière son bureau, lisant calmement, c'est justement là qu'il lui va le mieux. Ensuite, il dit à Ajin qu'il a un cadeau spécial pour son arrivée à un livre qu'il lui avait demandé et qui devrait arriver dans quelques jours. Ajin s'éclaire et lui demande de quel genre de livre il s'agit. Mais Jung-Hyun ne fait que sourire et dit que c'est un secret, tout en lui promettant qu'il va adorer. Jung-Hyun dit au revoir à son ami, qui lui demande de ne pas rester trop tard, mais il a déjà une autre idée en tête. Il sort de la maison et, peu après,
retrouve ses camarades. Il l'attendait déjà et ne lui laisse pas une seconde. Si on ne se dépêche pas, on rate le spectacle. Mais quand il voit Ajin assis, lisant tranquillement, l'un d'eux le fixe, c'est un nouveau élève, ils le décrivent comme quelqu'un au visage pâle et aux mains délicates, et commence déjà à penser qu'il vit dans un autre monde, seul parmi les livres. Les garçons éclatent de rire avec ce rire étrange, du genre « on va lui donner une leçon », comme s'il avait besoin d'une initiation pour comprendre la vie réelle. Jung-Yoon tente de les arrêter, disant qu'il ne ferait jamais une chose pareille s'il était à leur place, mais ses amis lui répondent avec un sourire « Ah, mais toi, tu as toujours été l'expert pour initier les nouveaux. » Mais un des garçons, avec une tête de « tu déconnes pas », les arrête instantanément. « Si tu savais d'où vient sa famille, tu n'oserais même pas dire ça », leur lance-t-il. Les autres restent choqués. « Quoi, de qui est-il fils ?» demande-t-il, presque sans voix, car Ajin a l'air d'un étudiant ordinaire, du genre habituel. Et là, la bombe, le ministre de la gauche en personne, l'un des postes les plus puissants à la cour du roi et son père rien de moins que le grand savant de Hongmungwan, l'homme qui donne des conseils directs au roi. Autrement dit, sa famille n'est pas seulement riche ou influente. C'est une dynastie du pouvoir, avec des générations de personnes qui commandent. Le message est clair, ne t'avise pas de t'approcher de lui, leur crie-t-il, sans aucune ambiguïté. Ils leur disent même qu'au lieu de vouloir grimper dans le classement, il ferait mieux de l'embrasser les pieds ou, au moins, de savoir se contrôler quand ils sont près de lui. Pendant que tout le monde s'embourbait dans des drames, Ajin profitait simplement de la prime aval comme si de rien n'était. Avec le temps magnifique et presque tout déballé, il décide que le moment est parfait pour explorer l'académie. Alors il part, l'esprit ailleurs, prêt à découvrir tout ce que cet endroit a à offrir. En marchant, distrait par les arbres et le soleil, il remarque une file de fourmis traversant son chemin. Sans hésiter, il ajuste discrètement son passage, comme un véritable pro pour éviter de marcher sur ce qu'il ne faut pas. Encore une fois, avec cette attitude calme et détendue qui le caractérise. Suivi son chemin, s'enfonçant plus profondément dans ces sentiers magnifiques de l'académie, Ajin continuait de marcher, savourant l'ambiance tout autour, calme, pensant à quel point tout était beau, jusqu'à ce qu'à soudain ses yeux s'agrandissent d'horreur. Là, étendu par terre entre les fleurs qui tombaient, se trouvait une personne. Et ce n'était pas comme s'il dormait, non. Il était couvert de sang. Sans hésiter, Ajin courut. Quelqu'un s'est évanoui, pensa-t-il, en s'approchant rapidement. En arrivant, il s'agenouilla et vit la quantité de sang. C'était une folie. Le cœur serré, il se mit à crier « Seigneur, vous allez bien, réveillez-vous » Ajin paniqua quand l'homme ouvrit les yeux. Mais il n'avait pas peur. Rien. Il le regarda avec une calme si glaciale que ça vous hérissait le poil. Ajin, toujours dans l'attente de comprendre ce qui se passait, demanda « Vous êtes réveillé maintenant ?» Et la réponse fut purement gênante. L'homme dit « Vous me mettez mal à l'aise, pourriez-vous faire silence ?» Ajin, toujours perplexe, insista « Vous êtes gravement blessé, il vous faut un médecin. » Mais l'homme, très calme, lui répondit « Ne t'embête pas, ce sang n'est pas seulement le mien. Alors laisse-moi, je fais juste une sieste après des jours sans dormir. Tu peux partir. » Et d'un geste, il l'envoya. Quelle situation bizarre. Mais Ajin ne partit pas si facilement. Il le regarda bien, vit le sang et lui dit « Si tu dis que ce n'est pas tout à toi, mais au moins une partie les laisse-moi t'aider. » L'homme blessé, un peu agacé par l'insistance, le fixa du regard, et comprit Ajin était de ces types qui ne peuvent pas rester inactifs quand ils voient quelqu'un souffrir. S'il ne fait rien, il se sent toute la journée comme de la merde. Sans plus de circonlocution, il lâcha « Tu es de ceux qui, si tu ne fais rien pour quelqu'un devant toi, ensuite ça te passe vraiment mal, hein ?» Me trompe-je, Ajin resta figé. Il ne s'attendait pas que l'homme lui lise aussi facilement l'esprit. Voyant son expression, l'homme soupira et dit « Bon, si tu insistes tant, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter ton aide. Mais tu dois me payer. » Ajin ne comprenait rien. Payer pour l'aider, l'homme, avec cette calme qui fait peur, expliqua « Si t'aider te fait te sentir mieux, donne-moi 20 nyang et je te laisse me soigner. » Un nyang était une véritable pièce d'argent, et ce n'était pas une petite somme. L'homme pensait que, avec cette somme, Ajin allait renoncer. Ce garçon, aussi gentil soit-il, n'est pas stupide, se dit-il, s'allongeant dans l'herbe avec un sourire un peu arrogant. S'il voit que c'est trop, il s'en ira sûrement. Et pour conclure, il ajouta « Si tu ne peux pas payer, va-t'en et ne me dérange plus. » Mais Ajin, contre toute attente, ne bougea pas. « Je n'ai pas d'argent, pour l'instant, » répondit-il. L'homme, déjà en train de fermer les yeux pour dormir, le regarda avec curiosité. Ajin sortit une petite boîte en bois contenant des pommades et des bandages et la lui offrit « Pour l'instant, s'il te plaît, accepte ceci. » Ajin s'agenouilla et commença à soigner ses blessures avec une dévotion qui, il faut le dire, était un peu maladroite. L'homme l'observait, pensant « Celui-là n'est pas très doué pour ça. » Pendant que Ajin continuait son chemin, l'homme remarqua l'éventail que Ajin avait utilisé pour soutenir le coffret de guérison.
C'était un véritable chef-d'œuvre papier de luxe, papillon peint à la main, et d'un artiste dont on ne pouvait même pas prononcer le nom sans que celui-ci résonne sur le marché. Un truc comme ça, pensa l'homme, vaut facile 80 yang. Et il resta perplexe, est-ce que ce gamin est tellement riche qu'il ne réalise même pas ce qu'il donne? Ou bien est-ce un enfant gâté qui ne comprend pas comment fonctionne le monde réel pendant que l'homme s'angoissait intérieurement? Ajin avait déjà terminé la guérison. Complètement inconscient de tout, il lui donna un conseil, occupe-toi bien de ta plaie, sinon elle pourrait empirer. Puis, plus détendu, il demanda, mais pourquoi dormais-tu dehors? Tu n'es pas étudiant à Seowon? L'homme blessé, avec un sourire un peu perdu, répondit qu'il ne faisait que plaisanter. D'un ton parfaitement calme, il dit que la journée était belle et s'était endormi un instant, comme s'il n'avait ni blessure, ni sang, ni rien du tout. Ajin le regarda, encore avec cette tête de « mais qu'est-ce qui t'arrive ?» tellement calme malgré tout. Quelques jours plus tard, Jung-Hyun apparaît au milieu du marché, tentant de fuir une bagarre qui était sur le point d'éclater, et ses amis ne le laissent pas passer. Ils le retiennent avec une tête de « mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'en vas comme ça ?» comme s'il était un vrai cringe. Lui, avec ce sourire de « oui, je sais qu'il me juge, mais j'ai un plan », leur dit qu'il a une urgence à la librairie. En réalité, il se rendait directement chercher le livre qu'il avait promis à Ajin. Celui qu'il avait dit être super important, genre ce n'est pas juste un livre, c'est une mission. Et bien qu'il soit déjà un peu énervé par l'interruption, il continue son chemin, focalisé sur sa mission. En arrivant à la librairie, Gung-Hyun examine le livre et reste bouche bée, l'air de se demander sérieusement « c'est ça. L'écriture est un désastre », dit-il. Le propriétaire, un peu effrayé, tente d'expliquer qu'ils ont fait ça à la hâte, mais Gung-Hyun l'interrompt au milieu de sa phrase, furieux, et écrase le livre comme un moustique. Il lui lance qu'il n'y a rien de soigné ni d'élégant, et que s'il ne le répare pas comme il veut, il fera disparaître sa boutique. Et pendant ce temps, sur le marché, la bagarre continuait sans relâche cris, poings volants, la foule en délire. Oui, le chaos continuait, et Gung-Hyun, au milieu de tout cela, semblait plus qu'agacé, presque prêt à exploser. Il pensait que tout autour de lui était de la merde, et s'il continuait ainsi, il allait tout perdre. Il vit un combattant recevoir des coups comme un sac de frappe, et l'autre le même type blessé que Ajin avait aidé plus tôt, décochant un coup de pied si puissant qu'il semblait vouloir fendre le sol. Pour Gung-Hyun, ce combat était une perte de temps. Ces deux brutes ne servaient à rien, mais un moment plus tard, il le croisa à nouveau. L'homme, maintenant guéri, arborait une apparence incroyable. Jung-Hyun le regarda avec un sourire étrange, pensant « Comment ce type est-il si doué pour tout ?» Plus tard cette nuit-là, l'homme était déjà dans sa chambre. Il retire sa tunique, et bien qu'il ait guéri, des traces de sang séché ornent encore son torse, des vestiges de la raclée. Juste à ce moment-là, la porte explose vers l'extérieur, et Jung-Hyun apparaît. L'homme le regarde, surpris, mais Jung-Hyun arrive déjà avec son attitude habituelle. Il le fixe du regard et demande « Qui es-tu » puis, avec un sourire en coin, il annonce que le combat est terminé et qu'il soupçonnait déjà ce qu'il vient de confirmer. « Tu n'es pas de la classe moyenne. Tu es un Yangban, n'est-ce pas ?» Il lâche ça d'un trait, et voilà, son secret est révélé. L'homme reste silencieux tandis que Jung-Hyun s'approche, le regardant avec un mélange de dédain et de moquerie. « Tu es un noble qui se bat contre des gens de basse classe juste pour gagner quelques pièces. Rien de plus gênant, rien de plus pathétique, » lance-t-il sans filtre. L'homme, le visage sérieux, lui demande pourquoi il cherche des ennuis. Gung-Hyun sourit à nouveau, avec cet air espiègle qui le caractérise. « Merci à toi, j'ai perdu une bonne chance de gagner de l'argent cette nuit, » lui dit-il, comme s'il s'agissait d'une blague entre amis. L'homme ne bouge pas. « Alors, la prochaine fois, mise sur moi. »« Parce que je vais gagner ?» lance-t-il avec une assurance sans faille. Gung-Hyun l'observe de haut en bas, puis, avec un demi-sourire, déclare « Ta confiance correspond bien à ta taille. »« J'aime ça ?» Gung-Hyun le fixe pensif et avec ce sourire malicieux, remarque quelque chose qu'il ne peut ignorer. « Ce callosité sur ton doigt moyen est énorme, » lui dit-il. « Donc je suppose que tu utilises un pinceau. Impressionnant. Mais si tu sais peindre, alors tu es un lettré. » L'homme le regarde gravement, puis soudain lâche « Tu es ?» Intéressé par les hommes, Gung-Hyun éclate de rire. « Ah ah, quel crack, tu es incroyable, un type tellement amusant. » Après avoir ri un moment, il continue, le regard brillant, comme s'il avait déjà trouvé bien plus qu'un simple rival. Gung-Hyun redevint sérieux. « Mais le plus important, tu es un Yangban qui n'a pas peur de salir des sentiers battus si nécessaire. Tu n'es pas aussi puritain que les autres. » Il s'approcha de l'érudit avec un regard complice. « Détends-toi, je ne vais pas te dénoncer. Je n'ai pas envie de voir un Yangban pauvre mourir de faim à cause de son orgueil de merde. » Gung-Hyun lui proposa un marché. « Ma mise est, tu ferais n'importe quoi pour de l'argent, n'est-ce pas ?» L'érudit le fixa. « C'est vrai, tant qu'on me paie. » Gung-Hyun sourit. « Et tu es prêt à tout faire. »
Que ce soit avec ton corps ou avec ton esprit, n'est-ce pas? Puis, avec un léger soupir de frustration, tu n'as pas idée à quel point c'est cringe de devoir envoyer une armée de cons. L'érudit, les bras croisés, répondit sans hésiter « Eh bien, je ne suis pas un idiot, donc je ne serai pas bon marché. » Jung-Yoon haussa les épaules avec un sourire serein. « Heureusement, ce que je possède en excès, c'est de l'argent. » Et sur ces mots, le marché fut scellé. Pendant que Jung-Yoon terminait de monter son nouveau équipement, ailleurs dans l'académie, la journée commençait. Ah-jin, ignorant tout de cela, sortit de sa chambre et trouva Eon-dong en attente. L'expression du garçon n'était pas bonne. « Eon-dong, qu'est-ce que tu fais là si tôt ?» demanda Ah-jin, inquiet. Il remarqua la nervosité sur son visage. « Tout va bien, quelque chose s'est-il passé avec ta famille ?» Eon-dong peinait à parler, sa voix tremblait d'angoisse. Il expliqua que sa mère avait soudain empiré la veille et que les médicaments qu'ils utilisaient n'étaient plus efficaces. Il fallait quelque chose de plus fort, mais le prix était impossible pour eux. Ah-jin comprit aussitôt. Il savait ce que signifiait demander à nouveau de l'aide à son père, après tout ce qu'il avait déjà fait pour eux. Ah-jin, voyant l'air détruit d'Eon-dong, lui dit qu'il n'avait pas à se sentir mal d'avoir demandé de l'aide pour sa mère. Au contraire, il lui expliqua qu'il comprenait à quel point c'était difficile et qu'après avoir grandi ensemble comme frères, il le connaissait mieux que personne. Il lui rappela qu'il avait toujours été là quand il en avait besoin et que c'était à son tour de lui rendre cet appui. Avec un sourire serein, Ah-jin insista pour qu'il ne reste pas inactif. Qu'il n'hésite pas, qu'il n'ait pas peur de s'approcher. Parce qu'il serait toujours là pour Eon-dong et que cela ne changerait jamais. À partir de ce moment, l'air sembla s'emplir de quelque chose de réel. Ah-jin retourna à ses études, entièrement absorbé par ses livres. Quand il s'en rendit compte, le soleil était déjà bas, teintant le ciel de doré. Il pensa qu'il serait une bonne idée sortir se promener un moment avant que la nuit tombe. Il marcha lentement dans les sentiers de l'académie, sans presser, l'esprit ailleurs. En marchant, il ne put s'empêcher de se demander s'il reverrait un jour l'homme blessé qu'il avait aidé. La vérité, il regrettait de ne pas lui avoir au moins demandé son nom. Soudain, une pensée lui traversa l'esprit et si jamais je ne le revoyais plus, un type bizarre, avec une aura qu'on ne pouvait pas ignorer. Le vent passa doucement, et les feuilles commencèrent à danser comme si de rien n'était. Ah-jin se gratta la tête, pensa qu'il en avait assez vu et décida de repartir. Mais juste au moment où il bougea le pied, il posa mal le pied, le cheville se tordit et, zas, il vacilla comme un ivrogne. Il faillit tomber, mais avant de toucher le sol, des bras forts le saisirent comme un paquet. Il leva les yeux et se retrouva face à face avec le même homme qu'il avait soigné. Mais maintenant tout à fait remis, le fixant intensément, comme s'il savait déjà tout ce qui allait arriver. Quand il leva les yeux, l'homme, maintenant complètement rétabli, le fixait sans ciller et lança, avec un sourire moqueur, « À moi, ça me semble. » « Tu n'es pas aussi intelligent que tu en as l'air », Ah-jin le regarda, un peu perplexe. La surprise se transforma en tension lorsqu'il voit que les mains de l'homme sont à nouveau endommagées. « Tu t'es encore blessé ?» demanda-t-il, la voix clairement troublée. L'homme, avec une expression indifférente, l'envoya promener d'un geste. « Rien de grave, laisse tomber. » Mais Ah-jin ne resta pas immobile. « Attends. Reste là, » lui dit-il, et sans hésiter, s'éloigna un instant puis revint rapidement avec un plateau rempli de médicaments. Alors que Ah-jin commençait à soigner ses mains, l'homme le regarda avec un sourire en coin. « Encore jouer au docteur comme je te l'ai dit plus tôt, paie-moi si tu veux vraiment aider. » Sans hésiter, Ah-jin sortit un petit sac de pièces et le lui tendit. « Tiens, » dit-il calmement. Il précisa qu'il avait un peu d'argent sur lui ce jour-là et qu'à sa chance, il lui en restait un peu après avoir donné de l'argent à Eon-dong le matin. L'homme prit le sac, jeta un œil à l'intérieur une seconde, puis releva la tête avec une expression sérieuse. « Nous deux, toi, le serviteur, et moi ? Sommes-nous donc si pitoyables à tes yeux ?» Ah-jin rougit légèrement. Bien sûr, il avait compris, l'homme avait entendu toute la conversation avec Eon-dong ce matin-là. Il se rappela ce qu'il lui avait dit d'une voix douce. « Ne doute pas, n'aie pas peur de venir vers moi, d'accord, je serai toujours là pour toi, et ça ne changera jamais. » Mais l'homme le sortit de ses pensées avec un sourire étrange. Quel maître si tendre a gâté un humble serviteur. Ces histoires sont un peu gênantes, tu sais, trop cliché, genre héros bienveillant avec son employé préféré. Comment peux-tu appeler ton assistant frère? Pas besoin de forcer autant? Non. Mais Ah-jin resta impassible. Il ne pensait qu'à une seule chose, Eon-dong, et lui se connaissait depuis l'âge de 4 ans. Et tout au long de tout ce temps, il avait toujours été là. Je me souvenais d'Eon-dong, toujours là depuis qu'ils étaient enfants, toujours présent, comme un pilier. Il le portait sur son dos quand il avait mal au ventre, le consolait quand il pleurait. Sans juger, sans condition. Il l'accompagnait, peu importe qu'il pleuvît, qu'il fît soleil ou que le monde s'effondrât. Il était sa constance. Ah-jin lui dit qu'il ne s'agissait pas de pitié ni d'une dette que Eon-dong lui devait. Pour lui, aider celui qui est en détresse n'était pas une obligation, c'était simplement ce qui était juste.
Ce n'était pas de la bienveillance par devoir, c'était une attitude. Pour Ajin, cela n'avait pas d'importance si tu étais serviteur ou roi. Il ne pouvait pas ignorer quelqu'un blessé. Il ne le ferait pas. Et cela valait pour l'homme blessé, pour Eondong ou pour quiconque. L'homme blessé eut un petit, il lui asséna un coup directement au visage. Le regardant fixement, il lui lâcha qu'il ne savait pas si c'était parce qu'il avait mené une vie trop protégée, mais le monde n'était pas comme il le croyait. Si tu essayais d'être bon avec tout le monde, quelqu'un allait en profiter. Et au final, il te planterait un couteau dans le dos. Ajin l'écoutait sans bouger. Il savait que la bienveillance pouvait sembler stupide, voire enfantine. Oui, quelqu'un pourrait en tirer avantage ou le trahir. Mais au bout du compte, il croyait que la bienveillance était ce qui faisait fonctionner le monde. Qu'elle le changeait peu à peu. Il voulait qu'il comprenne à quel point il croyait au bien. L'homme blessé laissa échapper un « j'ai » presque inaudible. Ajin, le remarquant, lui demanda s'il le gênait. Il pouvait comprendre pourquoi cela ne lui plairait pas. S'il voulait qu'il s'arrête, il n'avait qu'à le dire. Pas besoin de le dire 2 fois. L'homme blessé, soupirant avec résignation, lui dit qu'il allait bien, qu'il pouvait appliquer la médecine enfin. Intérieurement, il pensait que si Ajin lui donnait de l'argent et des médicaments, il allait le voir comme s'il avait attrapé un grand poisson chargé de trésors. Ajin le regarda, un peu surpris. Mais tandis que Ajin continuait à le soigner, un peu étonné par cette acceptation soudaine, l'homme blessé l'interrompit. Il lui demanda s'il avait encore ce éventail qu'il lui avait offert auparavant. L'homme, avec un sourire, lui dit qu'un véritable chevalier ne reprend jamais ce qu'il donne. Ainsi passa la journée, et alors que le crépuscule tombait, l'atmosphère changeait complètement. Loin de tout cela, au milieu de la nuit qui s'approchait, Jong-Gun avançait d'un pas ferme, comme s'il avait un destin clair. Il croisa l'homme blessé, qui semblait maintenant bien mieux, et ce qui le choqua, c'était de le voir avec un livre déjà terminé. Gung-Yun ne put s'empêcher de demander s'il avait vraiment réussi à copier un texte aussi compliqué en si peu de temps. L'homme, avec son attitude habituelle, se vantait qu'il n'y avait personne de plus rapide ni plus précis que lui. Gung-Yun, un peu agacé, lui arracha le livre. Et oui, c'était définitivement un narcissique. Mais Jong-Gun ne se laissa pas faire, et avec un sourire un peu sinistre, lui annonça que même s'il payait bien, ses attentes étaient au niveau god tiers. Si son travail n'était pas aussi bon que son ego, les conséquences seraient terribles, car s'il n'était pas parfait, il pouvait perdre un œil ou un bras. Autrement dit, il ne jouait pas. Après la menace, Jong-Gun examina le livre calmement. Et, à la surprise de personne, il dut admettre que la transcription était, sans aucun doute, la meilleure qu'il avait jamais vue de sa vie. Ce qui le laissa choqué, c'était qu'un type avec une telle apparence ait une calligraphie si parfaite et élégante. Genre quoi, d'où est-ce qu'il a sorti ça? Au final, il conclut que le travail valait chaque centime. Sans hésitation, Jong-Gun lui lança un sourire un peu glaçant et lui dit que maintenant, il était temps de mettre ce corps à travailler sur autre chose. Mais l'homme blessé lui avait bien fait comprendre « Je vais bien avec n'importe quoi, sauf vendre mon corps à un autre type. Tu comprends ?» Pendant que Jong-Gun faisait son super calme avec l'homme blessé, Ajin était tout content, regardant le cahier que son ami lui avait promis. Il ne pouvait croire à quel point l'écriture était jolie. Ajin se demanda si ce cahier était vraiment pour lui. Et il se demanda qui diable pouvait bien être le génie qui l'avait écrit. Jong-Gun, avec un sourire, lui dit que oui, il savait qu'il allait l'adorer, qu'il avait cherché partout jusqu'à trouver celui qui avait la meilleure écriture pour le faire. Ajin se sentit un peu mal à l'aise, comme toujours quand il recevait des choses de Jong-Gun. Alors il lui dit qu'il pouvait lui demander n'importe quoi, s'il avait besoin de quelque chose. Il ne me le demanderait que. Gung-Gun le jeta un coup d'œil, répétant ces mots « Tout ce que tu veux, tu dis » et avec ce sourire que nous connaissons déjà, il lui dit de ne jamais regretter cette promesse, l'appelant affectueusement « petit coquin ». Ensuite, il devint sérieux et lui rappela qu'ayant déjà été au marché à la recherche d'un pinceau digne de ce nom, il pouvait profiter de la journée pour faire un tour, se détendre un peu. Ajin accepta avec un sourire, et ainsi, les deux amis s'engouffrèrent pleinement dans le marché, animé et bruyant. Tandis qu'ils marchaient à travers le marché animé, Ajin était joyeux avec ses nouveaux pinceaux et Gung-Gun le suivait avec un sourire paisible, comme toujours. Mais la joie n'a duré que 5 secondes. Soudain, une charrette chargée de viande pourrante apparaît et l'odeur est si nauséabonde que même l'air ne peut la supporter. Les gens autour se couvrent le nez comme s'il s'agissait d'une bombe. Certains affirment que c'était une viande de luxe qui s'est gâtée et qu'on la renvoie maintenant au boucher parce que personne ne veut en acheter. D'autres sont vraiment en colère. Comment est-il possible que les nobles aient tant à manger qu'ils la jettent simplement, alors que d'autres meurent de faim? Ils ne pensent qu'à l'ambition, jamais à aider. Et ce ne sont pas seulement les autres qui se plaignent. Jong-Gun, qui marchait tranquillement, se sent soudain comme si le monde basculait. Il se serre la poitrine, devient aussi pâle qu'un mur et commence à transpirer froid. Il essaie de respirer, mais chaque inspiration est un supplice. Il commença à halèter, comme s'il ne pouvait plus respirer, ni entendre quoi que ce soit.
Ajin le regarda, visiblement inquiet, et l'appela, mais il ne répondait pas. Pour Gung-Gyun, cette odeur n'était pas seulement celle d'une viande pourrissant. C'était un flashback direct vers une nuit d'été, où l'air s'était rempli de mort et tout s'était assombri. Et là, au milieu du silence, il ne restait plus que tristesse. Il pleura comme si le monde s'était terminé, à côté d'un corps recouvert. Ajin réalisa que Gung-Gyun était à nouveau plongé dans sa tête, dans cet endroit sombre, et lui demanda, d'une voix tendue encore en train de penser à ça sans réfléchir. Il le saisit fermement, le maintint contre lui, et lui dit « Hyung, respire, tu vas bien, tu es en sécurité, rien ne t'arrivera. » Mais le choc était trop fort. Il ne put pas tenir et vomit sur le côté, comme si le passé l'avait à nouveau capturé. Quand il a repris ses esprits, sa première réaction a été de s'excuser auprès de Ajin, parce qu'il avait complètement sali ses vêtements. Au lieu d'être furieux, Ajin l'a serré fort dans ses bras et lui a dit d'une voix calme « Celle qu'il a toujours, t'inquiète pas, Young-nim, tout va bien. » Et grâce à cette étreinte, toute la tension s'est envolée comme de la fumée, laissant un instant de paix et un paysage qui donne envie de respirer profondément. Après tout ce drame, Gung-Gyun restait par terre, s'excusant comme un cliché de film. Il pensait ne jamais avoir eu une crise comme celle-ci, et que c'était à cause de lui si Ajin n'avait pas pu acheter le pinceau et le papier dont il avait besoin. Mais Ajin, avec son calme habituel, l'a aidé à se relever. Jong-Hyun voulait s'enfuir rapidement, disant qu'ils perdaient leur temps, comme s'ils ne pouvaient plus supporter la situation. Pero Ajin le arrêta. Il lui dit de prendre une seconde, qu'ils avaient besoin d'air frais. Jong-Hyun, un peu perplexe, lui rappela qu'il avait cours et qu'il n'arrivait jamais en retard. Et Ajin, avec cette sérénité qui le caractérise, répondit simplement qu'un peu de repos ne leur ferait pas de mal. Gung-Gyun se sentait toujours étrange, avec ses vêtements sales et tout, mais Ajin resta imperturbable. Il lui dit de se détendre, qu'une fois, il n'avait pas besoin d'être tout le temps en mode parfait. Au moins pour un moment. Et ainsi, les deux restèrent assis, sans parler, simplement savourant le silence et la vue. Mais peu à peu, Gung-Gyun retrouva de la force, et avec elle, son essence habituelle. Soudain, il était debout, regardant Ajin. Il lui dit qu'il n'avait pas d'importance de retourner à l'académie dans cet état, mais que le soleil se couchait vite et qu'il devait rentrer avant la sonnerie du couvre-feu. Avec un sourire, il ajouta « Le grand Yu Jung-Gyun ne peut pas traîner dans les rues dans cet état, non, monsieur et toi non plus ». Ajin remarqua immédiatement que son ami était de retour, avec cette énergie que seul lui possédait. Jung-Gyun lui prit le bras et lança « Allez, on se lave et on change, pas de drama ». Ajin, le voyant bien, répondit simplement « Si tu le dis, Hyung-Nim ». Gung-Gyun, avec cette aura de leader qui le caractérise, entra dans une boutique et annonça d'un ton triomphant « Je suis de retour les propriétaires du lieu », qui le connaissaient déjà, le reçurent avec des courbettes et des salutations chaleureuses, lui offrant le meilleur. Ajin, un peu submergé, tenta de dire qu'il n'avait besoin que d'une cape, mais Gung-Gyun, le torse gonflé, lui rappela que même s'il n'était pas petit-fils du ministre de la gauche comme Ajin, il avait largement de l'argent. « Un invité important est là, allez !» cria-t-il aux employés, qui s'élancèrent en courant comme si leur vie en dépendait. Jung-Gyun se mit à choisir les vêtements pour Ajin, comme s'il s'agissait d'un casting de mode, se demandant quel ton allait le mieux à sa peau claire. Il suggéra du vert jade, mais d'autres proposaient déjà du rouge ou du vert foncé. Ajin ne pouvait que regarder, mal à l'aise, comme s'il était au milieu d'un show de style télévisé. Et Jung-Gyun ne cessait d'insister n'importe quel ton te va bien, tandis que les employés couraient d'un côté à l'autre comme s'ils étaient en mission de sauvetage, cherchant davantage d'options, de tissus, de tout. La boutique était un chaos total, avec un livreur qui se plaignait du poids des tissus qu'il portait, comme s'il transportait des sacs de ciment. Et le propriétaire l'envoya promener de mauvaise grâce, tout cela pour servir le client important qui n'avait même pas encore dit vouloir quoi que ce soit. Un des ouvriers murmura à voix basse que Gung-Gyun créait toujours un tumulte partout où il allait. Mais toute l'énergie du lieu s'arrêta un peu quand Ajin apparut avec un look totalement nouveau, une tunique de couleur pêche claire et un chapeau super élégant. Vraiment, il avait l'air d'un personnage de drama coréen, tout le vibe. Gung-Gyun ne put s'empêcher de rester bouche bée, genre quoi, les yeux bien écarquillés. Et s'approchant comme un fanboy, il lança « Regarde-toi, Ajin, tu ressembles à un ange, tout te va à merveille. Tu dois essayer la version manche courte qu'il t'apporte déjà, ne fais pas la folle. » Ajin, déjà un peu fatigué de toutes ces démonstrations vestimentaires, tenta de couper court au drame « On a déjà tout ce qu'il nous faut, Gung-Gyun. Allons-y. » Mais son ami, avec ce regard que seul lui sait faire genre, ne me dit pas non, posa sa main sur son bras. « Fais-moi ce plaisir, Ajin, lui demanda-t-il, avec cette voix douce mais insistante. C'est la seule façon dont je pourrais me sentir mieux. D'accord. Ajin, bien qu'il savait qu'on l'obligeait à faire cela, finit par céder. Pendant ce temps, un employé du magasin les observait de loin, l'air de dire « Qu'est-ce qui se passe ici ?
Il ne pouvait pas croire les voir ensemble, c'était comme si deux mondes différents s'étaient heurtés. Mais il se dit ensuite « Et qu'est-ce qu'il y a de bizarre à ce que deux fils de riches deviennent amis normaux, quoi ?» Et il continua son travail, comme si de rien n'était. Ainsi, Ha-Jin finit par essayer ce nouveau costume doré, avec le soleil de l'après-midi entrant par la fenêtre, le tissu doux et l'air. Tout était si calme que cela semblait presque faux. Cette couleur, cette lumière, donnaient une sensation si pure qu'elle vous laissait sans souffle. Mais soudain, changement de rythme. Ils sont projetés dans l'avenir, et voilà l'homme à la robe noire, le même que nous avions vu auparavant. Et il n'est pas du tout content. Furieux, fixant Ha-Jin droit dans les yeux, il se demande comment n'a-t-il pas compris parce que, selon lui, cette lumière éclatante. Un jour va lui briser le cœur. Cette mémoire de l'après-midi, cette lumière, lui apportera une douleur si forte qu'il ne pourra pas l'ignorer. Retour au présent, Gung-Gyun se rend soudain compte. S'aperçoit de quelque chose. « Attends, c'est lui », pense-t-il. Il faisait référence à l'homme blessé qui travaillait désormais dans la boutique, chargeant des tissus comme n'importe quel autre employé. Gung-Gyun, avec son air de chef, lui dit « Tu es toujours là, emporte ces tissus et matériaux jusqu'au ferry-ferry ». Mais quand Ha-Jin regarde l'homme blessé, Gung-Gyun lui fait rapidement signe de se taire et murmure « Chut, on ne se connaît pas. Fais-moi confiance, je ne veux pas que personne pense qu'on fait ça ensemble ». L'homme blessé ne bat pas un cil, il se tourne simplement et reprend son travail. Après tout ce chaos, Gung-Gyun se sent différent. La nouvelle tunique d'un ton plus fort et le chapeau élégant lui donnent l'air d'un roi de merde. Il demande à Ha-Jin s'il aimait son nouveau look. Ha-Jin, un peu résigné, lui demande s'il y avait plus de vêtements. Gung-Gyun lui dit que oui, que le reste allait directement au Seo-won. Ha-Jin soupire, puis remercie pour les cadeaux. Gung-Gyun, avec un sourire en coin, le prend par l'épaule et dit « Allez, avant le couvre-feu, je t'accompagne jusqu'à la porte. » Gung-Gyun tenait Ha-Jin par l'épaule tandis qu'il sortait du marché, le plus jeune ayant les joues légèrement rosies, mais leur marche s'arrêta brusquement. Ha-Jin vit quelque chose qui le laisse glace, ou plutôt, quelqu'un. Au milieu de la foule, voilà l'homme blessé, le même que Ha-Jin avait aidé à l'académie. L'homme était face à un marchand, essayant de vendre un éventail. Et pas n'importe lequel, une pièce de luxe, peinte par un artiste récemment décédé. Le marchand, un peu abasourdi, lui demanda ce qu'il comptait faire d'un objet si précieux. L'homme blessé, avec un sourire en coin, répondit « Si précieux, hein ?» Gung-Gyun, qui avait déjà compris la situation, avertit le marchand que cet homme était là pour vendre l'éventail. Et juste à cet instant, leurs regards se croisèrent. Le visage de Ha-Jin changea immédiatement. Gung-Gyun, visiblement inquiet, lui demanda s'il était malade, car il avait l'air fiévreux, mais Ha-Jin lui dit simplement qu'il va bien et qu'il ferait mieux de se dépêcher pour rentrer. Gung-Gyun perçoit l'urgence de son ami, mais quelque chose dans tout cela ne colle pas. Ça ne lui semble pas logique. Il se retourne et regarde l'homme blessé, se demandant « Qu'est-ce qu'il fout encore ici, bon sang ?» Pendant que Ha-Jin continue de marcher, Gung-Gyun le suit du regard, avec une expression étrange, comme s'il voyait quelque chose qui ne cadre pas. L'atmosphère est gênante. D'un autre côté, l'homme blessé continue d'insister auprès du marchand, lui demandant de lui trouver une autre façon de gagner de l'argent, sans devoir faire des corvées comme distribuer de la nourriture ou transcrire des papiers. Le marchand, visiblement, il lui avait dit de s'arrêter, qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait, et après la raclée qui lui avait presque coûté la vie, il était plus que clair qu'il ne devait pas continuer ainsi. Mais l'homme blessé ne bougea pas d'un centimètre. Il ne céderait pas maintenant. Le commerçant, visiblement inquiet, insiste, il a déjà fait tout ce qu'il pouvait, et après avoir presque perdu la vie dans ce combat, il vaudrait mieux s'arrêter. Mais l'homme blessé lui répond que ça ne le regarde pas, qu'il doit simplement lui trouver un travail, vite. Au final, le commerçant n'a pas d'autre choix que d'acquiescer. Il s'avère que l'homme blessé est à l'académie et qu'il se prépare pour les examens du service civil. Il doit donc réunir de l'argent à tout prix. Changement de scène, Ha-Jin dit au revoir à Gung-Gyun après une longue journée. Gung-Gyun lui dit de se détendre et Ha-Jin lui rend l'appareil, avec ce sourire calme de bon retour à la maison. Évidemment, ils ont passé un bon moment ensemble. Gung-Gyun, avec ce sourire que tu connais déjà, demande à Ha-Jin s'il a des nouvelles de son colocataire. Ha-Jin lui répond que les professeurs ont dit qu'il avait été retardé à cause de problèmes familiaux et qu'il est très excité de le rencontrer parce que, au bout du compte, ils vont passer beaucoup de temps ensemble. Mais Gung-Gyun ne peut pas s'empêcher de lâcher « Tu sais que tu aurais pu rester dehors, comme moi, non ? Pourquoi as-tu choisi de vivre dans une chambre vieille et un peu moche avec un inconnu ?» Ha-Jin, très concentré, lui explique que vivre là-bas l'aidera à se concentrer sur ses études. Gung-Gyun, avec un sourire, lui dit qu'il n'attendait pas moins de lui. Juste au moment où Ha-Jin reste figé, son téléphone sonne. Il se retourne, et là, deux femmes s'approchent comme si elles venaient d'un autre monde. L'une d'elles est Hyoyen Nunim, une tante éloignée, et en la voyant, il ne peut s'empêcher de lui sourire comme un câlin silencieux. Hyoyen lui dit qu'elle a entendu qu'il vivait au Seo-won.
Alors elle a pensé, pourquoi ne pas passer le saluer? Et voilà, en route vers le marché, avec ce style qui dit « peu importe si c'est un détour ». Elle lui demande des nouvelles de ses oncles et Hajin répond qu'ils vont tous bien, sans histoire, tout est à sa place. Et voilà le moment gênant mais mignon. Hyo-yeon lui dit qu'en cas de pression à l'académie, il n'hésite pas à venir chez elle. Son père, autrement dit, le oncle de Hajin, s'inquiète énormément, genre peu importe si c'est une crise, tu es ma famille. Mais elle n'était pas seule. À côté d'Hyo-yeon, marchant avec cette attitude de « moi aussi, je fais partie de ça », se trouvait une autre parente, Iseo. À qui Hajin ne voyait pas depuis son mariage, Hyo-yeon lui dit qu'elle l'a trouvée par hasard, parce que Iseo, étant récemment mariée, ne peut pas sortir souvent. Alors elles ont décidé d'aller ensemble au marché. Jung-hyun apparaît. Visiblement impatient d'avoir attendu, lui lance un compliment, disant qu'elles ont l'air plus mignonnes que jamais, mais Hyo-yeon ne semble pas du tout contente de sa présence. Elle remet à Hajin un paquet de nourriture que sa mère lui a envoyé, se dit au revoir à tous, puis emmène Iseo avec elle. Elle dit à Hajin et Gong-hyun de se protéger et qu'ils sont toujours les bienvenus chez elle. Hajin leur souhaite un bon retour. Ils s'éloignent un peu et Hyo-yeon se confie à Iseo. Elle se demande pourquoi Hajin s'embrouille avec un type si bizarre. Un vrai cringe. Hyo-yeon n'hésite pas une seconde même s'il est intelligent. Gong-hyun reste un méchant à perruque. Et surtout, elle dit à Iseo, il jette un regard à Hajin et là, il ressent quelque chose de bizarre. Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Iseo ne comprend pas ce qu'il pourrait y avoir de plus, mais la curiosité l'a déjà pris au piège. Il se tait, fait le fou et dit que ce n'est rien, comme si rien ne s'était passé. Il s'en va, laissant Iseo avec une intrigue suspendue comme un mème sans fin. Pendant que Hyo-yeon reste pensive, la promenade continue et elle demande à Iseo s'il est heureux après s'être marié. Iseo, sans hésiter une seconde, lui répond simplement « oui », comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Le temps passe et nous retrouvons Hajin maintenant dans une des salles du Seo-won, tandis que les élèves s'installent, attendant que le cours commence. Hajin ressent quelque chose d'étrange. Il lève les yeux et voit entrer l'homme qui l'avait aidé dans la forêt, comme si rien ne s'était passé. Il s'assoit calmement, comme un élève parmi d'autres, sans faire de bruit, sans attirer l'attention. Hajin est figé, cet homme était de l'académie, il ne s'y attendait absolument pas. Il n'avait jamais imaginé le revoir, encore moins sous cette apparence, avec un air de « tout va bien ». Avec cette révélation tournant dans sa tête, Hajin se jure qu'il va enfin savoir son nom. Après les cours, il commence à le chercher partout dans le Seo-won, mais l'homme mystérieux semble avoir disparu sans laisser de traces. Un camarade s'approche et lui demande s'il a terminé. Si tu es fatigué de tant étudier, va vers l'aile sud. Hajin, toujours à la recherche de cet homme sans succès, soupire, frustré. Au final, le camarade abandonne et décide de partir avec lui. En marchant, l'ami lance un potin. Les professeurs ont dit que son nouveau colocataire arrive cette nuit ou demain. Hajin s'éclaire. Enfin, il va le rencontrer, il pense qu'il s'agira de quelqu'un aussi sérieux et élégant que lui. L'ami sourit et dit « Évidemment, le Seo-won ne peut pas offrir moins à quelqu'un comme toi. » Mais l'émotion devient pur choc quand, arrivé dans leur chambre, ils tombent sur l'homme en robe noire assis sur un banc. Ce type serait-il leur nouveau colocataire? Hajin resta figé en voyant l'homme à la robe noire, là, sans explication. L'homme, calmement, comme dans un film, leva lentement les yeux, comme si de rien n'était. Jung-hyun sursauta, fronça les sourcils et lança d'un ton hostile « Qu'est-ce que tu fais là ?» laissant clairement entendre qu'on n'entre pas n'importe où dans un endroit aussi stratégique. L'homme ne lui répondit qu'un regard, comme si rien ne l'importait. Gong-hyun s'énerva davantage, convaincu qu'on le provoque délibérément. Hajin, un peu déphasé, lui, il demanda à Gong-hyun s'il le connaissait. Gong-hyun, avec un sourire tendu, lui répondit que oui, qu'il lui faisait parfois des travaux pour sa famille. Une seconde plus tard, Gong-hyun lui ordonna de s'en aller, qu'il n'avait pas de travail pour lui là-bas. Mais juste au moment où il l'expulsait, l'homme à la robe noire l'arrêta. Hajin, avec un sourire qui ne présageait rien de bon, lui demanda « T'es mon colocataire, c'est ça ?» La question laissa Gong-hyun pâle comme un linge. L'homme à la robe noire resta immobile. Et là, tout l'air sembla s'échapper. Il se leva, alla jusqu'à la porte d'à côté et leur dit non, qu'il n'était pas son camarade, mais son voisin. Avec un sourire, il leur lança qu'ils se voyaient très souvent. Hajin lui rendit son sourire, reconnaissant que oui, c'était vrai. Après cela, l'homme à la robe sombre s'adressa à eux, puis s'en alla et entra dans sa nouvelle chambre, en refermant la porte derrière lui. Jung-hyun resta là, la bouche ouverte, en train de tout digérer. Alors ce type n'était pas seulement étudiant, mais maintenant aussi son voisin incroyable. Jung-hyun, encore en train de digérer tout ce qui s'était passé, demanda à Hajin s'il connaissait l'homme. Hajin, un peu mal à l'aise, répondit oui, que c'était le type habituel, celui qui s'asseyait juste devant en cours de confucianisme. Le temps passa, et quand le soleil commença à descendre, l'atmosphère devint plus tendue.
Ajin était dans sa chambre à étudier, tandis que Gongyun était allongé par terre, perdu dans ses pensées. Ajin remarqua que son colocataire semblait lui aussi ne pas aller arriver cette nuit-là, et Jonghyun hocha simplement la tête, sans rien dire. Son esprit était ailleurs, cet homme qu'il venait de rencontrer était désormais son voisin. Pendant ce temps, l'homme à la tunique noire regardait le coucher du soleil depuis sa chambre, comme si le soleil allait s'adresser à lui en s'en allant. Plus tard dans la nuit, Ajin se tourna vers Gongyun qui était toujours là. « Youngnim, lui dit-il, tu ne devrais pas rentrer chez toi maintenant. » Il s'inquiétait pour son ami, seul dans l'obscurité. Mais Jonghyun se redressa lentement, comme si l'air lui-même lui demandait de rester. « Je préfère rester ici cette nuit, » lui dit-il d'une voix calme, sans laisser place à la négociation. Chapter Vinkix PNG. Quelle surprise avec le voisin en tunique, ça va devenir intense. Comme ce type s'est avéré être le voisin de palier et pas le colocataire. Vous ne restez pas sur le côté et appuyez bien fort sur le bouton s'abonner. Dites-moi dans les commentaires quel manhwa vous voulez que je raconte ensuite. À bientôt dans la prochaine vidéo.